Et en présence de nos lecteurs chez Mediatico, nous recevons maintenant Nicolas Détry. Bonjour Nicolas. Bonsoir. Alors vous êtes Nicolas, directeur de Yes We Camp, vous êtes cofondateur des Grands Voisins. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette expérience incroyable des Grands Voisins? Qu'est-ce que vous, en particulier, vous allez retenir? Ce qui me touche quand je viens ici, ou ce que j'aimerais que les gens se disent quand ils viennent ici ou quand ils se souviendront de cet endroit, c'est que ça a été un endroit de transformation sociale, dans le sens où notre conviction à Yes We Camp, c'est que aujourd'hui, là, pour réussir à vivre sur notre seule planète connue avec toute la tribu humaine que nous sommes et en interaction avec les autres, on doit changer beaucoup de choses dans la manière dont on vit chaque jour. Ça se passe, on peut décomposer la journée qu'on passe en 24 heures chacun, mais l'alimentation, les loisirs, l'apprentissage, le soin, l'accompagnement des enfants, le soin aux personnes fragiles, pour composer l'ensemble de cette matrice sur laquelle on vit aujourd'hui. On est dans une situation où aujourd'hui, la plupart du temps, on est soit en situation de consommateur, donc de services et de biens qui sont produits par le marché et qui sont vendus, donc on achète, ou alors on est récipiendaire d'actions publiques qui sont décidées et qui nous sont proposées par l'action publique. Et l'enjeu, la transformation qu'on appelle de nos voeux, c'est de se déplacer chacun pour ne plus être forcément ni client ni bénéficiaire, qui sont des postures passives et pas forcément apprenantes, mais d'être dans une position qui échappe à ces deux cases pour une case de coproduction. Se dire que le fait qu'on est quelque part tout le temps, on a une interaction qui nous permet de produire une sorte de service partagé mutuel. Alors qu'est-ce qui fait que ça change ici? Pourquoi c'est différent ici? Ici, l'espace est suffisamment grand, c'est une sorte de bulle. D'ailleurs, je me souviens, au moment de la conception avec les partenaires, on avait fait un dessin, il y avait une espèce de bulle, comme ça, un espace privilégié, il y avait marqué de l'espace et du temps. Et dans cet espace et ce temps disponible, donc on a soustrait quelque part à la ville normale, la ville bruyante, la ville marchande, consumériste, pour créer cette bulle. Dans cette bulle, il est possible de se comporter différemment. Il est possible d'être contemplatif, il est possible de proposer de s'investir, de proposer un projet. C'est un des seuls endroits où c'est possible de dire bonjour, j'ai du temps la semaine prochaine, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Essayez dans un centre commercial, essayez dans une mairie de quartier. Il n'y a pas un fonctionnement qui permet une implication volontaire des personnes. Donc les Grands Voisins, pour moi, c'est cet espace. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est déterminer au départ qu'il y a de la bienveillance, c'est de l'ouverture à l'autre, c'est du bénévolat. Qu'est-ce qui permet d'enclencher cette dynamique-là? Dans cette logique d'une forme de nouvelle matrice qui fabrique de la capacité collective, pour que ça fonctionne vraiment, il faut que ça naisse presque de manière organique. Donc quand on est, effectivement, vous l'avez rappelé au début avec Aurore et Plateau Urbain, on était dans une situation où on assurait en tout cas une gestion du site, mais tout, c'est presque un travail de jardinier. Ok, on compose, on connaît notre parcelle. Ensuite, oui, on peut creuser quelques sillons, on peut semer quelques graines, mais après, la manière dont les choses se déploient peut nous échapper. Donc c'est une forme de permaculture urbaine. Nos outils d'intervention, c'est l'espace. Comment est-ce qu'on transforme l'espace pour créer cette attitude d'une possible implication différente des endroits classiques que je connais, que ce soit l'école, que ce soit chez moi, que ce soit mon travail. Donc la perception joue beaucoup. Quand on rentre au Grand Voisin, on ne reconnaît pas immédiatement dans quel type d'espace on est. Quand on rentre dans un hôpital, on reconnaît tout de suite et on adapte son comportement. Ici, ça ressemble à un Fab Lab, ça ressemble à un endroit, à un foyer d'hébergement d'urgence, ça ressemble à plusieurs choses qui sont différentes, mais pas suffisamment pour qu'on identifie, donc on se met dans une attitude d'attention. Et avec cette attention, on observe que les gens travaillent ensemble. Parce que la grande force aussi ici, c'est d'avoir brusqué, d'avoir imposé quelque part une cohabitation de fonctions et de groupes sociaux très différentes. Ça ne suffit pas de dire d'un endroit qu'il est ouvert à tous. Parce que on va attirer les personnes mobiles, pour peu que l'endroit soit intéressant ou beau, avec une programmation. Ceux qui sont le capital de légitimité suffisants vont être informés et vont venir, mais ceux qui sont éloignés de ce capital de légitimité ne seront pas dans cet endroit ouvert à tous. Donc la technique qu'on utilise, c'est de mettre de manière structurelle des fonctions qui ont leur public. Si on avait mis une crèche, il y aurait eu des enfants. Il y a eu des centres d'hébergement d'urgence, donc il y a les résidents de ces centres, avec d'ailleurs une typologie très variée dans ce travail social. Il y a des artisans, il y a des artistes, il y a du public, il y a des fonctions de restauration, donc des riverains et du public, il y a des installations pour des enfants. Donc on fabrique
une cohabitation à l'instant T de personnes qui, sinon, peut-être ne se croisent pas ou se croisent peu. Et après, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une alchimie qui prenne pour que chacun se transforme, se dépasse soi-même. Et que quand on soit allé au Grand Voisin dans la journée, le soir, on va se dire j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé ici, qui ne ressemble pas à ce que je connais d'habitude. C'est ça, parce qu'on pourrait se dire, évidemment, ça marche, parce que nous, on aime les Grands Voisins, et donc on a envie de dire que ça marche. Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est un vrai succès, cette aventure des Grands Voisins? Ou est-ce qu'il y a des murs qui sont restés infranchissables? Tout à l'heure, vous évoquiez en introduction une série de chiffres qu'on connaît, qui montrent la taille de l'expérience qui a été vécue ici. Le chiffre qu'on ne connaîtra pas, c'est combien de personnes ont été touchées dans leurs émotions et qui, dans une dynamique de recomposer leur rapport à l'espace dans lequel ils habitent, ou même leur rapport à leur cellule familiale intime, à leurs amitiés. Et en tout cas, oui, c'est une réussite. Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont travaillé ici, et nous les premiers, on s'est transformés dans cette expérience. Et la quantité de personnes qui ont été hébergées, qui ont travaillé, qui ont été accueillies pour un événement ou pour une scène musicale, se sont mis dans cette dynamique de fabriquer une alternative. Donc ça veut dire qu'on doit réinventer, on doit changer. Et en fait, quand on change, c'est-à-dire qu'on fait plus pareil, parce que tout le monde, il y a des grands discours de changement, mais le changement, c'est douloureux parce qu'en fait, on se met plus en continuité de ce qu'on faisait avant. Donc ça veut dire qu'on délégitime ce qu'on a fait avant, et c'est un effort qui demande du courage, de l'humilité. Et ici, je pense qu'on est à un endroit qui l'accélère, qui le permet. Et c'est à cet endroit, pour moi, que c'est très réussi. Mais en fait, ce sera réussi quand on aura accompli une transition sociale et écologique globale. Mais ces endroits-là, d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'ils soient iconiques. On ne veut pas faire un meilleur projet, le plus grand projet. On veut contribuer à cette transformation. Le fait de spatialiser les choses, c'est plus simple parce qu'on peut mettre des règles un peu différentes. La quantité de petits business qui sont nés un peu comme après une pluie, les choses jaillissent quand il y a les marchés des Grands Voisins, quand il y a du monde sur le site et que on peut vendre des petites choses, installer un salon de coiffure, s'inventer photographe et développer les photos. On est dans cette invention. Alors, cette activité business, elle m'intéresse parce que Mediatico, c'est un média de l'économie sociale et solidaire. Et le modèle économique des Grands Voisins, il est particulier. Le modèle économique des tiers-lieux, en général, il est toujours délicat. Est-ce que celui des Grands Voisins est reproductible ? La méthode opératoire, elle peut être utilisée ailleurs. Et celle-ci, elle consiste à faire vivre un site et sur l'activité qui est créée, à venir ponctionner une partie de l'économie immobilière et une partie de l'économie marchande pour créer une économie des communs. L'économie des communs, elle coûte et elle rapporte rien. Quand on aménage les espaces extérieurs, quand on les nettoie, quand on les entretient, quand on dit bonjour, quand il y a des personnes qui sont là pour écouter les propositions, les intentions d'implication des personnes extérieures qui visitent, c'est des choses qui mobilisent des énergies ou qui demandent des matières pour être fabriquées quand on veut aménager les espaces, mais c'est pas des choses qui rapportent. Donc elles doivent être financées autrement. Et ici, on a utilisé l'économie immobilière, c'est-à-dire que le fait que des personnes soient ici et payent une redevance pour avoir le droit d'être entre quatre murs. On a utilisé une partie de l'économie marchande, donc qui est celle qui existe quand on vend des produits à des visiteurs sur le site qui consomment des repas, du chocolat, des ateliers. Et chacun, ces deux modèles ont besoin de ces ressources financières pour exister eux-mêmes, mais on a vu qu'on pouvait en prendre une petite partie, et avec cette petite partie, ça nous fait un budget commun. Un budget global de combien ? Sur la saison 2 des Grands Voisins, donc c'est-à-dire le moment où l'aménageur était là, donc c'est ça qui est très intéressant aussi. 2018-2020. Sur 2018-2020, notre budget commun, c'est 2 millions d'euros par an. Donc, et après, à ne pas c'est ce qui rentre, mais c'est aussi ce qui ressort. En fait. Ah oui, c'est un budget un peu déficitaire d'ailleurs, mais globalement qu'on essaye d'équilibrer. C'est ce qui rentre et c'est ce qui sort, et c'est à ne pas confondre avec l'économie globale du site, que sur cette saison 2, on peut estimer entre 10 et 15 millions d'euros par an dans un site qui, rappelons-nous, devait être fermé. Donc être juste un stand de coûts avec un petit peu de gardiennage, mais ne pas faire vivre une activité économique. Et aujourd'hui, on a cette grande activité économique qui permet d'autofinancer quasiment, en tout cas dans cette situation-là, parce que c'est important de ne pas croire que c'est générique et que ça peut se reproduire, en tout cas pas facilement, mais qui a permis d'autofinancer en bonne partie cette économie des communs qui a permis, elle, d'être cette matrice d'implication volontaire. Ça, c'est important. Ça veut dire que d'autres tiers-lieux ne doivent pas espérer reproduire exactement le même modèle économique. Ça ne marchera pas ailleurs. Ici, dans les chances qu'on a eues, il y a celle de la taille.
3,4 hectares, même en saison 2 où on est beaucoup plus petit, on occupe 12 000 mètres carrés. Donc quand il suffit de faire payer une redevance, même inférieure au prix du marché, ça nous fait un budget assez important. Si un tiers-lieu qui a 2 000 mètres carrés, il ne pourra pas avoir le même volume que les 12 000 mètres carrés. Et puis et après, il y a la localisation en centre Paris. Le fait d'ouvrir un espace alternatif, en tout cas vécu, composé, de manière différente de ce que le marché et l'action publique sont capables de produire hors les murs des grands voisins. L'information circule suffisamment vite et les gens sont suffisamment mobiles pour qu'il y ait tout de suite beaucoup de monde. On travaille dans d'autres contextes, dans des quartiers politiques de la ville, à Marseille, à Roubaix, où c'est pas parce qu'on va fabriquer un endroit qui a le même degré d'alternatif dans sa composition et dans sa vie quotidienne, qu'il y a forcément tout de suite cette pratique populaire du site qui est un des fondamentaux de son économie. En 5 ans, Nicolas, Yes We Camp aussi a beaucoup grandi. Yes We Camp, c'est d'abord une équipe. Donc j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu à quoi ressemble Yes We Camp aujourd'hui. Yes We Camp a aussi rejoint la bannière French Impact, lancée par Christophe Itier lorsqu'il était haut commissaire à l'économie sociale et solidaire. Vous, Nicolas, vous êtes fellow Ashoka. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Yes We Camp comparé à il y a 5 ans ? On a été transformé par cette expérience, notamment dans la rencontre avec l'association Aurore, avec le fait d'avoir comme colonne vertébrale ici le travail social. Enfin, c'est le fait d'accueillir des personnes, de les mettre à l'abri et puis de les accompagner dans retrouver pour leur vie individuelle une forme de dignité et même d'accès aux droits. C'est une dimension sociale que nous avions déjà, puisque les premiers projets qu'on avait faits dès notre fameux camping artistique de la capitale de la culture à Marseille, on avait cette dimension d'insertion des jeunes dans le dispositif. Mais ici, on a mieux connu et on a réussi à fabriquer des dispositifs qui entremêlent nos métiers, les métiers du travail social et l'approche très créative de Yes We Camp, multimétier sur la cuisine, sur l'aménagement des espaces, l'architecture. Et les dispositifs qu'on a créés aujourd'hui sont des dispositifs que nous, on utilise sur d'autres sites, qu'on veut déployer avec l'association Aurore et qu'on déploiera peut-être avec d'autres aussi. Vous êtes sur combien de sites aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a 4 projets d'envergure, c'est-à-dire de plusieurs milliers de mètres carrés sur plusieurs années. Et on développe, on intervient aussi de manière beaucoup plus ponctuelle sur des interventions artistiques ou sociales dans des cadres qui sont bien connus avec un commanditaire. Donc on a une mission, un budget, une temporalité, ce qui est différent des lieux que l'on crée sur lesquels on prend un risque entrepreneurial et qui nous engage sur plusieurs années. Et vous êtes combien de personnes chez Yes We Camp aujourd'hui ? On est monté à une centaine de salariés et on va redescendre, on va diviser par 2 notre économie et notre masse salariale avec la fin des grands voisins. Donc heureusement, on divise pas par 2 notre... Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent au chômage après l'aventure des grands voisins. Oui, c'est une étape difficile à franchir, surtout à la fois pour les personnes concernées qui étaient en CDI, qui acceptent d'interrompre ce CDI après des années de dons et de talents pour que le projet des grands voisins vive, et de se retrouver dans la réalité de l'économie parisienne avec un tout petit chômage parce que les salaires sont petits, on paye ce qu'on peut avec ce qu'on a fabriqué comme économie. Il y a effectivement une sorte d'interrogation. On peut se dire à quel prix on fait exister des endroits comme ici. Les grands voisins, c'est aussi une communauté. Est-ce que cette communauté va perdurer après les grands voisins, Nicolas ? Je pense qu'on va tous continuer de la porter avec nous, qu'on aura tous probablement une petite voix grand voisin qui nous dira des messages importants au moment de faire des choix ou de choisir des orientations. Mais la communauté elle-même n'a pas vocation à se sanctuariser. L'approche, elle est plutôt de l'ordre du process. Et si on revient à cette idée qu'un projet comme Les Grands Voisins, c'est un territoire de mise en réalité de la transformation sociale, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y en ait beaucoup plus. Souvent, on nous dit c'est un projet fou, Les Grands Voisins. Mais tout à l'heure, je me disais c'est un projet raisonnable. Parce que aujourd'hui, avec le degré de connaissance qu'on commence à avoir sur les enjeux du climat et sur les enjeux des inégalités sociales, de toutes les externalités négatives qu'on produit, nous, dans notre organisation actuelle, c'est raisonnable d'essayer de faire différemment. Et personne n'a la solution. Elle ne va pas être écrite dans un bureau. Je pense vraiment qu'elle peut jaillir
de situation, comme ici d'espaces situés avec des vraies personnes et avec des fragilités. On a mis ici au cœur la fragilité. Et finalement, j'aime bien moi la logique du 1%. Monsieur le maire, monsieur le chef d'entreprise, monsieur le chef de famille, continuez votre affaire, business as usual, mais laissez-nous faire sur 1% différemment. Sur ce 1%, on se lâche la grappe sur les attentes, sur la mesure, on accepte de ne pas savoir, on avance, on écoute ce qui se passe et on fait tomber la pluie et on voit ce qui pousse. Et cette démarche, si elle convainc de se dire ok, pas de problème, jeune homme, sur 1%, allez-y, faites, ok, on le spatialise, 1% de la France, 1% de Paris, 1% de Marseille, 1% des banlieues, ça fait combien d'hectares ? 1% des bâtiments de Paris. On prend 1% des bâtiments de Paris et on prend les ingrédients qu'on a pris ici, gratuits. Comme ça, on sort de la redevabilité de rembourser quelqu'un qui un jour a été suffisamment riche pour avoir la chance de se payer ça. Donc il y a une économie, mais pas pour rembourser l'apport capitalistique initial. Deuxième, la place de la vulnérabilité, donc par le travail social, où il y a d'autres formes de vulnérabilité, même non humaines, qui peuvent être mises. Et le troisième, c'est de la liberté. Enfin, c'est de laisser faire, de lâcher un peu l'emprise réglementaire. Et cette bulle des grands voisins, elle a permis, on a créé suffisamment de confiance avec le monde extérieur, avec la ville de Paris, avec la préfecture, avec la police, avec les pompiers, pour qu'à l'intérieur, ils nous fassent suffisamment confiance pour que les choses jaillissent. Alors justement, l'an dernier, il y a quasiment un an, presque jour pour 15 mois, on va dire, une charte des tiers-lieux a été signée ici avec la ville de Paris et une quinzaine d'acteurs institutionnels, publics et privés, dans cette lingerie des grands voisins, ici même. Est-ce que c'est le fondement de quelque chose ? Cette charte d'occupation temporaire, signée par une vingtaine de grands propriétaires publics et privés, les engage, dans le texte, à rendre disponibles les espaces bâtis qu'ils possèdent dans des temps où ils seraient vacants. Donc oui, on coche la première case de ce que je disais tout à l'heure, d'avoir des espaces gratuits, surtout quand il y a des espaces disponibles. On pourrait même vider des espaces pleins pour aller en truc, mais si déjà on utilisait ce qui est disponible, des espaces disponibles pour utiliser le temps disponible des gens, l'écologie de base, la sobriété, c'est d'utiliser la ressource existante. Donc très bien cette charte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'héritage grand voisin a permis d'indiquer un souhait de vocation sociale à toutes ces utilisations intercalaires qu'il pourrait y avoir dans des sites possédés par ses propriétaires. Et maintenant, allez-y, prenez du risque. En fait, il y a un facteur de risque qui est peu identifié. Et ici, il a été très fort. Quand on le regarde aujourd'hui, où des personnes qui sont à la ville de Paris se disent « mais comment on a pu laisser faire ça ?» Le risque au début a été porté par l'association Aurore qui a accepté de prendre en gestion ce site qui comporte 1000 dangers. Et ensuite, il a été porté par, quand en plateau urbain, Yessucamp, nous avons rejoint, on a pris notre part de risque dans un projet sans financement, à se dire que peut-être on allait en faire une économie, à se dire que oui, nous prenons le risque d'accueillir du public alors que les espaces n'étaient pas forcément sécurisés, alors qu'on ne pouvait pas du tout, évidemment, tout contrôler. On avait cette intention de non-contrôle et d'indétermination. Et le risque après pris par l'ensemble de cette communauté grand voisin qui a accepté de venir ici dans un cadre qui n'est pas vraiment celui réglementaire, en tout cas pour la possibilité de faire des locations dans des baux qui les protègent. Donc tout le monde a accepté de perdre en sécurité, mais pour gagner en audace. Nicolas, vous parliez du public, il est là le public aujourd'hui. Je vous propose qu'on écoute quelques questions. Donc Nicolas, votre plus beau souvenir ici au Grand Voisin? Je dirais que c'est le premier carnaval des Grands Voisins, qui a été préparé donc juste sur une envie, née de cette communauté des occupants des Grands Voisins. Il y a un soir au bar, certains ont dû se dire tiens, faisons un carnaval. On prépare un carnaval. Tout l'écosystème, enfin tous ceux qui vivent ici ou pratiquent le site se sont organisés par petits groupes pour fabriquer une dizaine de chars. Chacun de ces petits groupes, souvent, c'était une jonction de ces différents groupes sociaux qui souvent ne se côtoient pas et qui ici ont travaillé ensemble dans l'atelier partagé où les matériaux utilisés, c'est de la récupération. Et le jour du carnaval, il pleut des trompes d'eau, mais il y a 2000 personnes dans une espèce de joie euphorique. Et cet événement
aux grands voisins, avec le mot des grands voisins qui 18 mois plus tôt n'existait même pas, qui mobilise des milliers de personnes dans une intensité forte, n'a pas, et qui est organisé sans sans besoin d'avoir à payer quelqu'un qui irait faire un concert sur une scène. Pour moi, c'est une sorte de vision, enfin d'image qui exprime cette émotion à la fois communautaire et d'implication volontaire. Donc la matrice des implications qui nous permettent de sortir des postures passives de bénéficiaires ou de consommateurs, elle s'exprime pleinement et avec des couleurs dans ce moment de joie. Pourquoi appelez-vous ça un lieu tiers et pourquoi pas plutôt des lieux alternatifs? Ça me paraît lieu tiers. Pourquoi? La question du choix des mots est permanente. Un tiers-lieu, c'est aujourd'hui, en tout cas s'impose, en tout cas dans les milieux ministériels, enfin donc de la politique publique. Il est certainement un mot valise. Il vient en plus plutôt des univers du coworking et des Fab Labs, ce qui n'est pas ce qui a été produit ici. Ici, la matière première, c'est les gens, c'est la fragilité humaine, c'est l'accueil, c'est l'artisanat, mais pas dans une version très numérique. Donc on s'est posé la question de lutter contre cette appellation pour nous-mêmes, ou alors de le critériser tiers-le solidaire. Ah non, nous on serait pas un tiers-le, on serait un tiers-le solidaire. Alors est-ce que c'est tiers, est-ce que c'est alternatif? Franchement, si ça permet de faire avancer et d'aller vers ce 1% du territoire où on fait les choses différemment, moi si tiers ça veut dire qu'on fait pas pareil, j'accepte et j'avance. Sabine de la ressourcerie créative, est-ce que Nicolas, tu peux revenir sur la gouvernance et le principe mis en place avec cet éclairage? Tu as dit que tu avais changé justement avec les grands voisins. Est-ce que si on faisait une saison 3, là, est-ce que vous remetteriez en place la gouvernance comme vous l'avez imaginé à la saison 2 ou est-ce que non? La gouvernance telle que formulée à la saison 2, il y a l'entité de pilotage avec les 3 structures mentionnées et donc qui est une entité de validation, qui peut aussi être de proposition, mais d'arbitrage en tout cas, et qui est celle qui porte le risque juridique du projet et son risque financier. Et ensuite, on a organisé toute une série de cercles. Dans un cercle, ça peut être le cercle de ceux qui sont dans la cour au bain, le cercle de ceux qui veulent travailler sur l'alimentation, enfin peu importe la thématique. Elle permet, certains se réunissent et peuvent ensuite partager des propositions. Souvent, ça va être des propositions d'événements ou des propositions d'adaptation des lieux. Donc il y avait ensuite un comité espace et un comité programmation qui permettait de faire la jonction entre ces cercles spontanés et l'entité de pilotage. Est-ce que s'il y avait une saison 3, on ferait pareil? Je pense que s'il y avait une saison 3, il faudrait se réunir pour voir ce qui peut être amélioré. Je trouve que la matrice, elle a plutôt bien fonctionné. C'est un endroit où c'est assez facile de proposer quelque chose et en général, ça peut se faire et dans des délais assez rapides en bénéficiant de toute cette économie des communs des grands voisins, donc du matériel, le temps des autres. Mais effectivement, il y a forcément des insatisfactions aussi sur un site collectif. Nous sommes sur le chemin du progrès, de l'expérimentation, et puis le chemin est parfois compliqué. Merci beaucoup Nicolas Détry d'avoir accepté l'invitation de Mediatico pour cette interview. Merci. Et tout de suite, la suite de cet événement sur les tiers-lieux.